Une deuxième Terre. Peut-être même une planète meilleure que la Terre, c'est ce que les scientifiques ont découvert et nous regardons dans cette vidéo des images originales fascinantes et nous voyageons à des années-lumière pour nous plonger dans le monde passionnant des exoplanètes. Reste attentif jusqu'à la fin pour ne rien manquer et si tu l'apprécies, je serai ravi de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Cela t'arrive-t-il souvent? Tu regardes le ciel étoilé la nuit et tu ressens soudain cette fascination presque insoutenable à l'idée qu'il existe une infinité d'autres systèmes solaires là-bas, avec des planètes, des lunes, des planètes naines, des comètes et tout le reste. Nous sommes littéralement moins qu'un grain de sable sur une plage cosmique et il y a des mondes qui dorment dehors, que nous n'imaginons même pas dans nos rêves les plus fous. Je décrirais ce sentiment que je ressens à cette idée comme une nostalgie cosmique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu ressens la même chose. En tout cas, nous connaissons quelques-unes de ces milliards d'exoplanètes. Grâce aux télescopes spatiaux avancés, nous avons déjà pu percer les secrets de certains de ces mondes exotiques. Et il y en a vraiment qui semblent ressembler à la Terre. Non seulement nous avons déjà découvert une deuxième Terre potentielle, mais la NASA a même déjà trouvé des planètes qui pourraient être meilleures que la Terre. Dans la vidéo suivante, nous allons passer en revue toutes ces découvertes spectaculaires, car j'ai rassemblé pour toi les percées les plus incroyables dans la recherche sur les exoplanètes. Et je dirais que nous commençons directement. Voyageons ensemble vers la deuxième Terre. Rien que dans notre galaxie, il existe probablement entre 200 et 400 milliards de systèmes stellaires avec en moyenne 2 planètes chacun, selon des calculs pessimistes. Cela nous amène donc à 800 milliards de planètes rien que dans notre Voie lactée, plus les lunes et les planètes naines, qui pourraient en principe être habitables. Donc, avec une telle masse de planètes, il y a certainement une planète B et une planète C et D, E, F, 2 hours later. et Z. Et en termes de conditions de vie, découvrir seulement ces planètes, c'est difficile, car la galaxie est immense et les planètes sont petites. Jusqu'à présent, même avec les meilleurs télescopes spatiaux, nous ne pouvons vraiment bien observer que notre voisinage galactique direct. La plupart des exoplanètes que nous avons découvertes jusqu'à présent, plus de 5000, sont des planètes gazeuses. Il s'agit de mondes étrangers gigantesques dont l'apparence rappelle celle de Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Super excitant, mais pour la vie, les planètes sans surface solide sont plutôt mal adaptées. Ce que nous cherchons vraiment, ce sont donc des planètes rocheuses plus petites. Et le saint graal de la recherche sur les exoplanètes, ce sont les planètes rocheuses dans la zone habitable de ton système. Qu'est-ce que la zone habitable? Tu peux te l'imaginer ainsi, dans ton appartement, la zone habitable serait ton canapé, avec une table de rangement pour la pizza et devant la télévision avec Netflix. C'est la zone où la vie s'épanouit le mieux, surtout si tu laisses les miettes de pizza végéter quelques mois dans la fente du canapé. Je ne parle pas d'expérience, bien sûr. Dans les systèmes stellaires, la zone d'habitat désigne la zone où la température est juste bonne pour des conditions favorables à la vie. Selon notre compréhension. C'est-à-dire là où l'eau ne gèle pas et ne s'évapore pas, mais où elle peut se maintenir sous forme liquide. Bien sûr, il faut toujours ajouter que les formes de vie extraterrestres pourraient avoir besoin de conditions très différentes. Peut-être qu'une planète habitable pour certaines espèces devrait être un gigantesque désert de glace très éloigné de son étoile. Mais nous cherchons des planètes qui seraient viables pour nous. Et leur emplacement doit se trouver dans la zone habitable telle que nous la définissons. Cette zone n'est pas à la même distance de l'étoile dans tous les systèmes. Dans le cas des étoiles naines rouges à basse température, la zone habitable serait très proche, comme on peut le voir ici avec l'exemple de Proxima Centauri. Pour les étoiles bleues super chaudes, la zone habitable est donc plus éloignée. Et ce que la NASA a découvert dans le système TOI 700 est vraiment le jackpot dans la recherche d'exoplanètes. TOI 700 est une étoile naine rouge qui se trouve à peine à plus de 100 années-lumière de la Terre. À l'échelle cosmique, c'est presque juste à côté de chez toi. Le télescope spatial TESS de la NASA, abréviation de Translate Exoplanet Survey Satellite, examine ce système de très près depuis quelques années, et voici enfin la grande percée, la NASA a annoncé ce qui suit. We learned a hard lesson during the pandemic. 1/3 of core inflation we faced last year is because of automobiles, the cost. Why? We had a lot of buyers because wages went up. Ah zut, mauvaise nouvelle. La NASA a annoncé qu'elle avait découvert une planète de la taille de la Terre dans la zone habitable. La planète appelée TOI 700 à 95% de la taille de la Terre, est composée de roches et se trouve à la bonne distance de son étoile pour l'eau liquide. Si ce n'est pas une deuxième Terre, je ne sais pas ce que c'est. Ici, tu peux voir une animation de la NASA de l'apparence potentielle de cette Terre.
TESS peut certes examiner les détails les plus importants de cette planète, mais des photos originales de la surface ne sont malheureusement pas possibles à cette distance. J'entends déjà certains d'entre vous dire avec indignation. S'il n'y a pas d'images originales, je n'y crois pas. Fake news NASA. On découvre indirectement de telles exoplanètes en observant la courbe de lumière de l'étoile. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile, l'étoile s'obscurcit un peu et la courbe de lumière diminue. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit et tu peux voir ici la courbe de lumière de TOI 700, avec laquelle la nouvelle exoterre a été découverte. Mais cette découverte était vraiment délicate. La chercheuse de planètes Emily Gilbert du Jet Propulsion Lab de la NASA le décrit ainsi. Si l'étoile avait été un peu plus proche ou la planète un peu plus grande, nous aurions probablement trouvé TOI 700 dès la première année de TESS. Mais le signal était si faible que nous avons eu besoin d'une année supplémentaire d'observation de transit. Avant que tu ne fasses déjà tes valises et que tu ne partes pour Pandora en tant qu'avatar, il y a bien sûr quelques incertitudes. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'une planète se trouve dans la zone d'habitat qu'il est évident qu'il y a de l'eau. Car la manière dont l'eau est arrivée sur Terre n'a pas encore été complètement élucidée. Une partie est probablement arrivée par des comètes qui se sont écrasées sur la Terre et l'autre partie par de l'eau qui était déjà liée aux roches terrestres. Mais on ne sait pas si cela se passe de la même manière sur d'autres planètes. TOI 700 possède probablement une rotation liée autour de son étoile, c'est-à-dire qu'un côté est en permanence tourné vers l'étoile, l'autre côté est en permanence détourné. D'un côté, c'est le jour chaud éternel et de l'autre, la nuit éternelle et le froid glacial. Cela exclut-il la vie? Non, car les chercheurs viennent de découvrir que c'est précisément dans la zone intermédiaire entre le jour et la nuit, appelée zone Terminator, que la vie pourrait se développer à merveille. Je pense donc que les chances d'une vie extraterrestre sur TOI 700 ne sont pas mauvaises. Et en plus, nous avons même un autre candidat dans le même système, TOI 700D. Les astronomes sont vraiment peu créatifs lorsqu'il s'agit de donner des noms. Celui-ci a déjà été découvert en 2020 et se trouve également dans la zone habitable, il est également à peu près aussi grand que la Terre, mais il a également une rotation liée. Nous avons donc directement deux planètes potentiellement habitables dans un système stellaire. C'est fou, non? Emily Gilbert dit. C'est l'un des rares systèmes avec plusieurs petites planètes habitables que nous connaissons. Cela fait de TOI 700 une cible passionnante pour une étude plus approfondie. On peut donc en déduire que la vie et les planètes habitables abondent là-bas, n'est-ce pas? Fais-moi part de ton avis dans les commentaires. La Terre est-elle spéciale ou les planètes habitables avec de l'eau liquide sont-elles super fréquentes dans la Voie lactée? Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez et j'essaie de répondre à autant de commentaires que possible. Le problème de beaucoup de ces exoplanètes est qu'elles sont très éloignées. Et à moins d'inventer le moteur Warp, il sera difficile de s'y rendre jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi la découverte suivante est si spectaculaire. Juste à côté de nous, dans notre système stellaire voisin Alpha Centauri, une planète très spéciale a été découverte. Proxima b. C'est déjà une grande chance de voir à quel point notre environnement cosmique semble avoir été conçu pour nous, les humains. Tout d'abord, la Terre a un satellite, la Lune, sur lequel nous avons pratiquement pu nous entraîner à voyager dans l'espace. Ensuite, notre planète voisine, Mars, est semblable à la Terre et peut-être apte à être colonisée et accessible pour nous, et notre système stellaire voisin le plus proche, Alpha Centauri, contient probablement plusieurs exoplanètes sur lesquelles la vie pourrait exister. Cela ne pourrait donc pas être mieux. Imagine que la Terre soit la seule planète dans un système stellaire où il n'y a rien d'autre. Dans ce cas, nous n'aurions aucun objet vers lequel nous pourrions nous déplacer. Mais en fait, tout se passe bien pour nous. Ce système stellaire voisin Alpha Centauri est composé de 3 étoiles, Alpha Centauri A et B et Proxima Centauri. Proxima du Centaure a longtemps été considérée comme la plus intéressante de ces 3 étoiles parce que, comme son nom l'indique, Proxima signifie en latin la plus proche ou la plus proche, elle est la plus proche de notre système stellaire. Et parce que l'on a découvert autour de Proxima du Centaure une planète semblable à la Terre, appelée Proxima b. Mais beaucoup de gens sont sceptiques quant à savoir si Proxima b pourrait vraiment abriter de la vie ou si elle est adaptée à la colonisation, car malheureusement, Proxima Centauri est une étoile très active. Cela signifie qu'elle connaît des tempêtes solaires ou stellaires massives et des éjections massives de matière. Le 24 mars 2017, par exemple, un événement apocalyptique a été enregistré dans le système de Proxima du Centaure, une éruption de rayonnement s'est produite, qui a fait augmenter la luminosité de Proxima du Centaure pendant quelques secondes et des milliers de fois. Ce sursaut de rayonnement a probablement frappé de plein fouet la planète Proxima b. Un tel événement entraînerait par exemple sur la Terre une catastrophe d'ampleur mondiale. Le Soleil ne connaît pas de telles éruptions de radiation massive. Ce qui est étrange, car le Soleil est plus grand et plus actif que Proxima du Centaure, qui n'est qu'une étoile naine rouge, mais très active. C'est pourquoi les astronomes ont décidé il y a quelques années que la recherche d'exoplanètes habitables devrait peut-être s'éloigner un peu de Proxima du Centaure pour s'orienter vers Alpha du Centaure et Alpha du Centaure b. Et c'est dans ce but que le Very Large Télescope de l'Observatoire européen austral au Chili a été équipé de nouveaux instruments, par exemple d'un coronographe infrarouge.
Il capte le rayonnement infrarouge dans la plage d'onde de 10 microns, mais protège l'optique du télescope contre le rayonnement direct de l'étoile. L'effet est que le rayonnement thermique plus faible d'une planète potentielle autour de l'étoile devient alors visible. Avec ce soi-disant instrument proche, on a observé Alpha Centauri pendant 19 nuits au total en mai et juin 2019 et les résultats sont maintenant disponibles. Voici l'une des images d'infrarouge et l'évaluation a révélé qu'une tache de lumière visible sur cette image est très probablement une planète habitable. Pour l'instant, on lui a donné le nom de C1. Petite digression sur les systèmes d'étoiles doubles et la probabilité de vie dans ces systèmes d'étoiles multiples. Auparavant, on pensait que les systèmes d'étoiles doubles, c'est-à-dire un système dans lequel il y a justement plus d'un soleil au centre, étaient l'exception ou n'existaient pas du tout. Aujourd'hui, on sait que les systèmes d'étoiles doubles sont probablement la règle plutôt que l'exception. Selon des estimations conservatrices, 50% de tous les systèmes stellaires de la Voie lactée sont des systèmes doubles. Certains chercheurs disent même que plus de 70% des systèmes ont plus d'une étoile en leur centre. La plupart d'entre eux ont 2 étoiles, c'est-à-dire des systèmes à 2 étoiles, et certains, comme Alpha Centauri, ont même 3 étoiles qui sont gravitationnellement liées les unes aux autres. Si c'est le cas, notre système solaire avec le Soleil comme étoile centrale serait vraiment l'exception. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour l'apparition de la vie? Un système stellaire simple ou un système stellaire multiple? Nous savons par nous-mêmes que la vie est possible dans un système stellaire simple. C'est logique, non? C'est logique, car autour d'une étoile simple comme le Soleil, les planètes peuvent justement tourner sur une orbite fixe et il n'y a pas d'autres influences gravitationnelles qui pourraient interférer. Dans un système d'étoiles doubles, cela pourrait être différent, à cause de la gravitation de l'autre étoile. Nous pouvons distinguer 2 types de planètes dans un système d'étoiles doubles, à savoir les types P et S. Les planètes de type P tournent autour des 2 étoiles, car dans un système d'étoiles doubles comme Alpha Centauri, les 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre et elles ont un centre gravitationnel commun. C'est ce qu'on appelle le centre de Barry et une planète de type P tourne autour du centre de Barry des 2 étoiles. C'est un peu comme dans notre système solaire. Elle n'orbite pas vraiment autour d'un centre stellaire, mais autour du barycentre de 2 étoiles. Cela crée une certaine constance, même si, bien sûr, les 2 étoiles, surtout si elles sont différentes, peuvent avoir des effets différents sur la planète. Que cela soit favorable ou non à l'apparition de la vie, cela dépend extrêmement des caractéristiques de chaque étoile. Et puis il y a les planètes de type S, qui sont si proches de l'une des 2 étoiles qu'elles ne tournent pas autour du centre de Barry, mais autour d'une seule des étoiles. C'est le cas de C1 dans notre cas, elle ne tourne pas autour du barycentre d'Alpha Centauri A et d'Alpha Centauri B, mais elle tourne seulement autour d'Alpha Centauri A. Cela pourrait être favorable à l'apparition de la vie, selon l'étoile autour de laquelle la planète tourne, mais il peut y avoir des effets pervers si l'une des étoiles change de position par rapport à l'autre. Il est donc difficile de dire si cela est vraiment favorable à l'apparition de la vie. Mais il n'est pas dit non plus que l'apparition de la vie dans de tels systèmes d'étoiles doubles, triples ou quadruples soit exclue. Kevin Wagner, astronome de l'Université de l'Arizona, qui a participé à cette recherche, dit ce qui suit. Dans une zone relativement petite des enregistrements, il y a une source de chaleur ponctuelle qui ne correspond à aucun des artefacts connus des détecteurs. Ce point lumineux est visible dans de nombreuses images créées indépendamment, ce qui rend peu probable qu'il s'agisse d'un signal faussement positif. En d'autres termes, il s'agit très probablement d'une planète. Le fait que si l'on superpose les 19 images des 19 nuits d'observation, on constate que C1 se déplace lentement. C'est donc une planète qui a une orbite fixe autour de son étoile. Et ce n'est pas tout, C1 se trouve à 1,1 unité astronomique d'Alpha Centauri A, ce qui signifie qu'elle se trouve à l'intérieur de la zone habitable du système, c'est-à-dire la zone dans laquelle une planète pourrait être viable, parce qu'il y a la bonne température et la bonne distance par rapport à l'étoile. Cela signifie qu'en principe, C1 est un candidat à la vie. S'il y a une planète avec de la vie dans le système Alpha Centauri A, elle devrait se trouver exactement là où se trouve C1. En se basant sur l'intensité lumineuse de C1, il est possible d'estimer la taille de cette planète, et l'équipe de recherche pense qu'elle est 3 à 7 fois plus grande que la Terre, ce qui signifie qu'elle aurait à peu près la taille de la planète Neptune. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une planète gazeuse. On connaît déjà plusieurs exoplanètes dans des systèmes stellaires étrangers qui sont beaucoup plus grandes que la Terre, mais qui sont tout de même des planètes dites terrestres, c'est-à-dire composées de pierre et de terre. On parle alors d'une super-Terre ou d'une super-exoterre, selon le caractère spectaculaire que l'on veut donner à ce terme. Cela signifie que nous avons peut-être ici, avec C1, une super-Terre dans la zone habitable avec de la vie. Cela signifierait probablement que cette planète est aussi plus lourde que la Terre, c'est-à-dire que nous y aurions une gravité beaucoup plus forte. S'il y a de la vie, les formes de vie se seraient bien sûr adaptées à cette gravité plus importante et seraient probablement plus petites et plus trapues, mais ce n'est bien sûr qu'une spéculation. Pour nous, les humains, une planète beaucoup plus grande et probablement plus lourde que la Terre ne serait probablement pas très adaptée à la vie. Un tout nouveau chapitre de la recherche sur les exoplanètes s'est ouvert avec le télescope James Webb.
Ce meilleur télescope spatial que l'humanité ait jamais construit nous permet de voir le cosmos plus profondément et avec plus de détails que jamais auparavant. Et James Webb a déjà découvert une exoplanète qui a vraiment coupé le souffle aux chercheurs. James Webb a confirmé sa première exoplanète, c'est-à-dire une planète hors du système solaire qui tourne autour d'une autre étoile à plusieurs années-lumière. Mais là, j'entends déjà certains d'entre vous objecter avec colère. Il y a quelques semaines, tu nous as déjà parlé de James Webb et d'une exoplanète. Tim le menteur. C'est vrai, mais il y a quelques semaines, il était question que James Webb cible une exoplanète déjà connue. Maintenant, James Webb a découvert pour la première fois une toute nouvelle exoplanète. Et c'est d'une part une excellente nouvelle, car l'un des principaux objectifs de James Webb est bien sûr d'analyser plus en détail les planètes étrangères et de chercher dans leur atmosphère des signes de vie extraterrestre. D'autre part, c'est une nouvelle fantastique parce que cette nouvelle exoplanète découverte a vraiment de la gueule. Sur cette représentation artistique, nous voyons à quoi la planète pourrait ressembler approximativement. Elle se trouve dans la constellation de l'Octane et porte, comme toujours, un nom facile à retenir, à savoir LHS 475b. Je l'appelle la planète James Webb parce que je n'ai pas envie de prononcer ce nom compliqué 10 000 fois. La planète James Webb se trouve donc à seulement 41 années-lumière de la Terre et tourne autour d'une étoile naine rouge. Notre galaxie s'étend au total sur 100 000 à 200 000 années-lumière, 41 années-lumière est donc vraiment à notre porte. Les chercheurs impliqués Kevin Stevenson et Jacob Yager disent « Il ne fait aucun doute que la planète est là ». Les données impeccables de Webb le confirment. Le fait qu'il s'agisse d'une petite planète rocheuse est impressionnant. Alors pourquoi cette planète est-elle si spéciale? Voici la vraie sensation, elle fait 99% de la taille de la Terre. Donc, nous avons ici une planète qui a presque exactement la taille de la Terre et qui n'est qu'à un saut de plus cosmique de nous. Potentiellement une deuxième Terre dans notre voisinage galactique, découverte par le meilleur télescope spatial de tous les temps. Je me demande pourquoi de telles informations ne sont jamais diffusées dans les grands journaux télévisés. Au lieu de cela, l'homme moyen vit avec le niveau de connaissance suivant. I'm very highly educated. I know words, I have the best words. But there's no better word than stupid. Mais s'agit-il vraiment d'une deuxième Terre, ou est-ce seulement la taille de la planète qui est similaire? James Webb peut obtenir des informations sur l'atmosphère grâce à ses yeux infrarouges à haute résolution. Tu peux voir ici différentes modélisations de l'atmosphère d'une exoplanète basée sur le spectre de transmission. La chercheuse impliquée Erin Mahedi. Le télescope est si sensible qu'il peut facilement détecter une série de molécules, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives sur l'atmosphère de la planète. Il n'y a donc pas encore de certitude définitive sur l'atmosphère de la planète James Webb, mais un indice très excitant. Les chercheurs supposent que l'atmosphère ne ressemble pas à celle de la Terre, mais à celle d'un autre corps céleste du système solaire. Avant de te dire de lequel il s'agit, nous allons faire un petit test de connaissance pour toi. Quel corps céleste du système solaire ressemble le plus à la Terre, c'est-à-dire qui vient juste derrière la Terre dans l'indice de similitude avec la Terre dans le système solaire? Arrête maintenant la vidéo et écris-moi tes meilleures idées dans les commentaires. C'est fait? Bon, alors voici la résolution, c'est la Lune de Saturne, Titan. Avec son atmosphère dense et ses lacs à la surface, elle est la plus proche de la Terre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énormes différences. Les lacs à la surface de Titan sont composés de méthane liquide et son atmosphère te couperait littéralement le souffle grâce à sa forte teneur en azote et en méthane. Il est donc préférable de réserver tes prochaines vacances tout compris à Hawaï plutôt que sur Titan. Et la tendance des scientifiques est justement que la planète James Webb pourrait avoir une structure très similaire à celle de Titan. Même si cela rend improbable la vie sur Terre et l'afflux de touristes tout compris, la vie en soi pourrait probablement bien se développer sur une telle planète. Après tout, Titan est également considéré comme l'un des endroits les plus probables pour la vie extraterrestre dans notre système solaire. Cette vie devrait être parfaitement adaptée à la présence d'azote et de méthane. On ne peut que laisser libre cours à son imagination pour savoir à quoi pourraient ressembler de tels extraterrestres. La planète James Webb présente un autre petit problème, elle est très chaude. Elle se déplace autour d'une étoile naine rouge qui est 2 fois moins chaude que le Soleil, mais la planète est très proche. Il lui faut seulement 2 jours terrestres pour faire un tour complet autour de son étoile. C'est très rapide. Imagine qu'une année sur la Terre ne dure que 2 jours. Encore un anniversaire. Et encore du gâteau. Dans l'ensemble, on pourrait donc dire que cette planète est un mélange de Titan et de Vénus. De mon point de vue, c'est une idée super fascinante, comme si elle sortait tout droit d'un roman de science-fiction, Attaque des aliens vénusiens du Titan, ou quelque chose comme ça. Et c'est le début, car James Webb a maintenant prouvé qu'il est possible de découvrir de petites exoplanètes semblables à la Terre. C'est un peu le saint graal de la recherche sur les exoplanètes. Trouver des exoplanètes gazeuses géantes est beaucoup plus facile et possible avec de nombreux autres télescopes, car ces planètes sont justement incroyablement grandes.
Mais découvrir de petites planètes rocheuses a toujours été difficile. James Webb a maintenant montré que c'était possible et nous pouvons nous attendre à de nombreuses autres découvertes de planètes qui pourraient potentiellement abriter la vie. Même si les exoplanètes gazeuses sont passionnantes, il est peu probable qu'elles abritent de la vie extraterrestre. Nous devons pour cela chercher sur les planètes plus petites à surface solide. C'est ce que pensent Stevenson et Yager. Et ce n'est que la première des nombreuses découvertes que Webb fera. Avec ce télescope, les exoplanètes rocheuses sont la nouvelle frontière. Ok, toutes ces exoplanètes sont bien belles, mais que se passerait-il si non seulement il y avait des planètes semblables à la Terre, mais qu'elles étaient même meilleures que notre Terre? Je parle de ce qu'on appelle les planètes superhabitables. Et si tu te demandes comment une planète peut être meilleure que la Terre, alors fais attention maintenant. Allons directement dans l'espace et regardons notre système solaire. Cette zone verte ici est la zone habitable. La zone dans laquelle la vie semble envisageable selon les normes terrestres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La vie est envisageable? Et comment les scientifiques arrivent-ils à déterminer où commence et où finit la zone habitable? Il est possible de visualiser une telle zone habitable non seulement chez nous, mais aussi dans d'autres systèmes stellaires. Ici, par exemple, dans le système TRAPPIST-1, il y a 7 planètes terrestres et 3 ou 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable, selon l'interprétation. Dans la recherche de mondes habitables, les scientifiques se concentrent généralement sur cette zone habitable, car elle définit la distance entre une planète et son étoile, dans laquelle les températures sont suffisamment modérées pour permettre la présence d'eau liquide à la surface. L'eau étant considérée comme une condition préalable à la vie sur Terre, l'identification de planètes similaires à la Terre dans la zone habitable est une approche prometteuse. Mais je ne sais pas pour vous, mais d'une certaine manière, le terme zone habitable, alors qu'il ne s'agit que de conditions de vie terrestre, est un peu géocentrique, non? Cette classification est issue d'un système raciste, vieux mâle blanc alienphobe. C'est pourquoi les chercheurs commencent à réfléchir au-delà de la notion traditionnelle de zone habitable. En fait, certains affirment déjà que nous pensons de manière trop anthropocentrique et géocentrique si nous nous concentrons uniquement sur les mondes semblables à la Terre et sur les conditions qui ressemblent à notre propre planète. D'une part, la vie extraterrestre a peut-être besoin de conditions très différentes des nôtres, d'autre part, il pourrait y avoir d'autres types de planètes qui, selon les normes terrestres, pourraient même offrir de meilleures conditions pour la vie que la Terre elle-même. Et ces planètes qui sont meilleures que la Terre s'appellent des exoplanètes superhabitables. Je sais, ça ne semble pas très logique. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait plus de goût que la pizza. Une super pizza. Avec des super calories. Mais cela a du sens, car nous parlons ici de planètes qui ont peut-être encore plus de chances d'abriter la vie que la Terre, et ce à une échelle encore plus grande. Des conditions qui permettent une biodiversité et une biomasse encore plus élevées. Comme la Terre, mais avec plus de tout. Mais comment les chercher? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rendre une planète viable de notre point de vue. La taille et la masse jouent un rôle, car une planète plus grande peut avoir une plus grande surface habitable et pourrait maintenir une atmosphère plus stable. L'âge d'une planète est également important, car les planètes plus âgées ont plus de temps pour produire des formes de vie complexes et accumuler une plus grande diversité de vie. En outre, d'autres facteurs comme le type d'étoile autour de laquelle la planète tourne et la composition de l'atmosphère peuvent jouer un rôle. Donc, tu vois, il y a une multitude de possibilités pour qu'une planète soit superhabitable. Et sans explorer de planètes concrètes, il est très difficile d'obtenir des connaissances solides à ce sujet. J'entends déjà certains d'entre vous crier au scandale. Mais le titre parle de planètes concrètes. C'est du clickbait. Du calme les gars, de telles planètes existent. Les astronomes ont déjà trouvé 24 candidats et le candidat le plus probable porte le nom facile à retenir de KOI 5715.01, voilà encore un astronome qui s'est endormi sur son clavier. Cette planète a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir une exoterre superhabitable. Elle se trouve dans un système stellaire situé à environ 2965 années-lumière de nous et au centre duquel se trouve une étoile naine de couleur orange. La planète, que j'appelle maintenant KOI pour simplifier, est âgée d'environ 5 milliards et demi d'années et a un diamètre de 1,8 à 2,4 fois celui de la Terre. Ici, tu peux voir à quoi pourrait ressembler cette planète. Malheureusement, à une telle distance, il n'y a pas de vraies images de sa surface. Mais pourquoi KOI est-elle maintenant considérée comme une candidate de choix pour une meilleure Terre? Tout d'abord en raison de l'âge du système stellaire. Avec 5 milliards et demi d'années, il est plus vieux de près d'1 milliard d'années que notre système solaire. On estime qu'il a fallu 3 milliards et demi d'années à la Terre pour que la vie complexe entre en scène. Et un système stellaire plus ancien a tout simplement eu plus de temps pour développer la vie complexe. De plus, KOI est en orbite autour de l'étoile parfaite. Alors que les étoiles naines jaunes, comme notre Soleil, sont souvent considérées comme des candidates prometteuses, parce que nous ne connaissons pas d'autres solutions, les chercheurs se sont également penchés sur les étoiles naines oranges, car ces étoiles sont plus froides, plus sombres et ont moins de masse que les naines jaunes.
Elles pourraient ainsi offrir des conditions optimales pour la vie, car elles ont une durée de vie plus longue et cela donne plus de temps à la planète dans sa zone habitable pour développer la vie et accumuler plus de biodiversité. Un autre aspect est la taille de Kauai, qui est supérieure à celle de notre Terre. Dans la recherche de mondes super habitables, les scientifiques recherchent précisément des planètes un peu plus grandes et un peu plus massives que la Terre. Pourquoi ? Rappelle-toi de la super pizza. Plus la pizza est grande et massive, plus l'homme est heureux. C'est ce que disait déjà Confucius. Cette différence de taille et de masse aiderait la planète à emmagasiner de la chaleur. Et si elle pouvait stocker plus de gaz à effet de serre dans son atmosphère plus massive, cela conduirait probablement à une biodiversité beaucoup plus élevée. Il existe des indices selon lesquels la température moyenne de Kauai pourrait même être légèrement inférieure à celle de la Terre. Mais cela ne veut rien dire. Elle peut quand même avoir plus de gaz à effet de serre en dépit des températures moyennes basses. Mais bien sûr, il serait préférable pour la vie d'avoir des températures moyennes plus élevées. Mais malgré tout, Kauai remplit directement 3 facteurs importants pour une planète super habitable. Un âge plus élevé que notre système solaire, une étoile naine orange plus âgée et une taille et une masse légèrement plus élevées que la Terre, ce qui permet potentiellement plus de gaz à effet de serre et de biodiversité. Pour obtenir plus de connaissances définitives sur cette planète passionnante, nous devrions de toute urgence y jeter un coup d'œil avec le télescope James Webb. Cela n'a pas encore été fait, mais je suis sûr que Kauai 571.5.01 est en tête de liste et dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet, je vous tiendrai bien sûr au courant. Mais il y a probablement aussi dans notre voisinage galactique direct des candidats pour des exoplanètes super habitables comme Speculus 2c, qui n'est qu'à 106 années-lumière. Ce qui est sûr, c'est qu'avec au moins 100 milliards de planètes dans notre galaxie, la Voie lactée, les mondes super habitables existent bel et bien et nous en connaissons probablement déjà, il ne nous reste plus qu'à les étudier de plus près. Dis-moi dans les commentaires si tu déménagerais sur un de ces mondes super habitables comme Kauai si tu en avais la possibilité. Une nouvelle vie sur une meilleure Terre ? Eh bien, la gravité plus élevée pourrait être un peu fatigante à la longue, mais peu importe, écris-moi ce que tu ferais, ça m'intéresse beaucoup de savoir si tu déménagerais sur une nouvelle planète. La question la plus passionnante concernant les exoplanètes est bien sûr toujours la suivante, y a-t-il de la vie ? Et pendant longtemps, on a pensé que de nombreuses planètes n'en étaient pas capables, car elles montrent toujours le même côté à leur étoile et ont donc des températures extrêmes. Mais comme nous l'avons découvert précédemment, ces planètes pourraient être amies des extraterrestres. Attachez-vous bien, nous allons maintenant dans la zone Terminator. La Terre est vraiment ma planète préférée. On y trouve de la pizza, YouTubée, en plus, on ne meurt pas de température apocalyptique. Cela est dû en partie au fait que la Terre n'a pas de rotation liée dans sa révolution autour du Soleil. La rotation liée signifie qu'un corps céleste tourne autour d'un autre corps céleste de telle sorte qu'il lui montre toujours le même côté. C'est le cas de notre Lune, par exemple. Grâce aux forces de marée dans le système Terre-Lune, la rotation de la Lune s'est stabilisée de sorte qu'elle nous montre toujours le même côté. Ici, au planétarium, nous avons un beau modèle qui permet de le voir très clairement. Et beaucoup de gens pensent à tort que la Lune ne tourne pas du tout sur elle-même. Mais c'est le contraire. Si la Lune ne tournait pas sur elle-même, nous verrions toujours une face différente de la Lune. Et c'est probablement cette rotation liée qui est fatale à de nombreuses espèces extraterrestres dans la galaxie. Une partie non négligeable des exoplanètes de notre galaxie est très proche de leur étoile. Et elles ont une rotation liée, ce qui signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile et l'autre vers l'extérieur. C'est donc parfait pour un voyage varié lors des prochaines vacances d'été, d'un côté, un soleil éternel, une température agréable de 500 degrés Celsius, de l'autre, une nuit éternelle avec un magnifique ciel étoilé et une température rafraîchissante de moins 200 degrés Celsius. Serait un bon lieu de tournage pour la prochaine saison du Camp de la Jungle. Voici juste un exemple extrême d'une telle planète. Kepler 10b tourne autour de son étoile à une distance 20 fois inférieure à celle de Mercure autour du Soleil. Par conséquent, elle est incroyablement rapide et ne met qu'un jour terrestre pour faire le tour de son étoile. En raison des températures extrêmes dues à la rotation liée, il y pleut du fer en fusion. Et grâce au vent stellaire viol et énergétique, cette pluie de fer est éjectée de la planète, de sorte que Kepler 10b traîne derrière elle une traînée de fer en fusion pendant qu'elle fait le tour de son étoile. Cela ne semble pas très agréable. Et pendant longtemps, les astronomes ont supposé que la vie était impossible sur de telles planètes. Comment des structures organiques pourraient-elles se former dans ces conditions extrêmes ? L'immense chaleur du côté jour et le froid glacial du côté nuit semblent être relativement hostiles à la vie selon nos critères. Mais qu'en est-il de la zone qui se trouve exactement entre les deux côtés liés à la gravité ? Ne devrait-il pas y avoir une certaine zone où les températures sont agréables ? Oui. Et les chercheurs l'appellent la zone Terminator. De
De telles exoplanètes liées à la rotation sont également appelées planètes globes oculaires en raison de leur apparence et une équipe de scientifiques a réalisé des simulations climatiques pour ce type d'exoplanète. Voici à quoi pourrait ressembler une telle planète, de l'eau liquide et des températures agréables juste entre les deux zones extrêmes. Et ce n'est que là que la vie pourrait se développer selon notre conception terrestre. Le nom de cette zone, Terminator, ne vient pas d'Arnold Schwarzenegger, mais du terme astronomique Terminator, qui désigne la limite jour-nuit d'une planète. Contrairement à la Terre, par exemple, cette limite jour-nuit est fixe sur les planètes du globe oculaire et reste toujours exactement au même endroit. Imagine une civilisation extraterrestre sur une telle planète, entourée d'un gigantesque désert de sable et d'un tout aussi gigantesque désert de glace, et toute la flore et la faune se déroulent dans cette mince bande. Une idée incroyablement fascinante. Et comme les chercheurs l'ont découvert grâce à leurs simulations, il serait même mauvais pour de telles planètes qu'il y ait trop d'eau à la surface. Si le côté jour avait des océans liquides, l'interaction avec l'étoile remplirait l'atmosphère de vapeur qui pourrait envelopper toute l'exoplanète, ce qui entraînerait des effets de serre étouffants. La planète de la prunelle des yeux deviendrait alors une planète sauna. Après quoi, une mission spatiale finlandaise partirait probablement immédiatement. Mais si l'exoplanète a beaucoup de terre et peu d'océans, le Terminator sera plus habitable. L'eau ne devrait alors pas provenir de la vapeur de l'atmosphère, mais des glaciers du côté nuit qui s'avancent dans la ceinture Terminator et commencent à y fondre. Ainsi, la glace fondue créerait un anneau viable autour de la planète dans la zone Terminator. L'astronome Anna Lobo, qui a participé à l'étude, explique « Nous essayons de prêter plus d'attention aux planètes avec des réserves d'eau limitées. Celle-ci, bien qu'elle n'ait pas de grands océans, pourrait avoir des lacs ou d'autres petites eaux. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur la recherche de vie extraterrestre ? Nous devrions chercher des exoplanètes liées à la rotation, surtout dans les systèmes stellaires dont le centre est occupé par une étoile naine rouge. En effet, il est particulièrement fréquent que les planètes se trouvent plus près de ce type d'étoile et développent une rotation liée. En pratique, ces systèmes stellaires représentent 70% de toutes les étoiles visibles dans le ciel nocturne. Et cela montre à quel point cette nouvelle recherche est révolutionnaire. Auparavant, la plupart des astronomes pensaient que nous pouvions laisser de côté 70% des systèmes stellaires pour la recherche d'extraterrestres. Parce que la vie ne se forme pas sur les planètes naines rouges liées à la rotation. Maintenant, ces systèmes stellaires sont à nouveau des chances potentielles de trouver de la vie, car nous comprenons mieux les zones Terminator. Délire. Planète en forme de globe oculaire. Aliens liés à la rotation. Les zones Terminator. Que quelqu'un dise que la science n'est pas passionnante. Planète liée par rotation, deuxième Terre, monde super habitable, il y a vraiment tout ce que l'on peut imaginer en matière d'exoplanètes. Mais il y a un type d'exoplanète qui dépasse vraiment l'imagination. Des planètes qui traversent la galaxie et qui pourraient servir de vaisseau planétaire pour les extraterrestres. Prépare-toi pour Rock Planet. Bien que je sois toujours très optimiste pour l'avenir, je dois admettre qu'il sera au moins un peu difficile de voyager vers les étoiles. En effet, les distances dans notre seule galaxie sont si gigantesques que même avec les méthodes de voyage les plus avancées, nous ne pouvons pas les parcourir. En supposant que nous puissions un jour construire des vaisseaux spatiaux capables de voler à la vitesse de la lumière, et après tout, c'est ce qu'il y a de plus rapide selon les lois de la nature, il nous faudrait encore un peu plus de 4 ans à la vitesse de la lumière rien que pour atteindre notre étoile voisine Proxima du Centaure. Donc, à moins que quelque chose de vraiment imprévu ne se produise et que Zefram Cochrane n'invente le moteur à distorsion dans Star Trek, les systèmes stellaires étrangers risquent de nous être toujours fermés. Et c'est exactement le même problème auquel devraient théoriquement faire face toutes les autres espèces extraterrestres intelligentes de notre galaxie, puisque les lois de la nature sont les mêmes pour tous. Donc, à un moment donné, toute civilisation extraterrestre arriverait à un point où elle ne pourrait pas développer de moteur suffisamment rapide pour quitter son propre système stellaire. La Voie lactée est-elle donc remplie de millions d'espèces extraterrestres, toutes accroupies sur leur planète, qui aimeraient se rencontrer, mais qui sont empêchées par les lois de la nature d'accomplir leur destin cosmique ? C'est très possible, à moins que certains extraterrestres n'aient pris des mesures très inhabituelles et développé une tactique à long terme pour atteindre et coloniser plusieurs étoiles. Je parle de ce qu'on appelle les rock planets. La plupart des planètes de notre galaxie ont leur place fixe et sont en orbite autour d'une ou plusieurs étoiles. Mais il y a aussi des outsiders qui n'ont pas envie de ce train-train galactique et qui refusent de tourner autour d'étoiles dans une orbite fixe. Ces planètes volent à travers la galaxie. Certaines ont même été éjectées de la Voie lactée et traversent maintenant l'espace intergalactique froid, vide et noir. En une phrase, on pourrait donc dire que les planètes rock sont des planètes qui n'appartiennent à aucun système et qui se déplacent en vagabondant dans l'espace. Jusqu'ici tout va bien, mais j'entends déjà certains d'entre vous dire « Pourquoi cet homme bizarre d'Internet me parle-t-il de planètes scélérates ? Je veux entendre parler d'aliens. »
Les planètes rocs pourraient être un moyen pour les extraterrestres de quitter leur propre système stellaire. Dans un travail de recherche, la professeure d'astronomie Irina Romanovskaya écrit ce qui suit : « Je suggère que la civilisation extraterrestre pourrait utiliser des planètes flottant librement comme moyen de transport interstellaire pour atteindre, explorer et coloniser les systèmes planétaires. » Elle appelle cela l'hypothèse du cosmic hitchhiker, c'est-à-dire l'hypothèse des autostoppeurs cosmiques, et cela décrit aussi assez bien pourquoi il pourrait être intéressant pour les extraterrestres ou pour nous d'utiliser de telles planètes roquettes comme vaisseaux spatiaux. Car si elles devaient de toute façon passer à proximité, il suffirait de saisir l'occasion comme un autostoppeur et de monter à bord. Et espérer ensuite que cela ne se passe pas comme les covoiturages dans les films d'horreur. Roc plané pourrait donc représenter une sorte de vaisseau spatial naturel, une sorte de covoiturage galactique. Bien sûr, roc plané prendrait aussi des siècles pour arriver dans un système stellaire étranger. Cela signifie que le principe entier fonctionnerait plutôt comme un vaisseau générationnel. Certains représentants d'une espèce extraterrestre s'installeraient sur la planète roc et leurs descendants, c'est-à-dire les arrière-petits-enfants extraterrestres, arriveraient peut-être dans un autre système stellaire où il y aurait de nouveaux mondes à coloniser. Bien sûr, cela soulève de nombreuses questions. Pourquoi prendre une planète et ne pas construire directement un vaisseau générationnel ? Et comment survivre sur une telle planète roc si elle est éloignée de toute étoile ? En fait, les planètes roc pourraient tout simplement avoir les conditions parfaites pour un voyage cosmique. Les astronomes pensent qu'il est possible que de nombreuses planètes roc possèdent des océans souterrains. L'énergie qui maintient les océans liquides provient de l'intérieur de la planète et remonte à l'époque où la planète n'était pas encore vagabonde et en orbite autour d'une étoile. Même dans les profondeurs de l'espace, ces océans souterrains recevraient encore suffisamment d'énergie de l'intérieur de la planète pour rester liquides et abriter la vie. Une base sur une planète roc devrait donc obligatoirement être construite sous la surface. Nous parlons ici d'extraterrestres qui voyagent à travers la Voie lactée en direction de nouvelles colonies sur des planètes où ils ont construit des villes sous la surface et se nourrissent d'un océan souterrain. Que quelqu'un dise que l'astronomie n'est pas passionnante. Et c'est encore plus concluant, car l'eau est aussi un parfait bouclier contre les dangereuses radiations cosmiques, qui sont bien sûr encore plus fortes dans la zone interstellaire. Une telle planète roc serait donc le vaisseau spatial naturel parfait, bien meilleur que tout ce qui pourrait être fabriqué artificiellement. Si une civilisation extraterrestre a compris cela, ce serait un gaspillage absolu de laisser une planète roc qui passe sans l'utiliser. La question qui se pose maintenant est bien sûr de savoir si nous pourrions détecter une telle planète roc alien. Ce serait intéressant de savoir si la Voie lactée est pleine d'astres extraterrestres. La professeure Irina Romanovskaya écrit : « Je propose des technosignatures et des artefacts possibles qui peuvent être générés par des civilisations extraterrestres qui utilisent des planètes flottantes pour la migration interstellaire et la colonisation interstellaire, ainsi que des stratégies pour trouver leurs technosignatures et leurs artefacts. Lorsque nous observons les planètes rogue, nous devrions donc faire attention aux petits détails, comme les rayons infrarouges inhabituels, qui pourraient par exemple être très bien perçus avec le télescope James Webb. Ce genre de choses pourraient être des signes par lesquels les passagers extraterrestres se trahissent eux-mêmes. Je sais que tout cela semble un peu farfelu, mais c'est trop cohérent pour ne pas être une réalité quelque part dans l'univers. Car pense aussi à ceci, selon les dernières estimations, il pourrait y avoir 50 milliards de planètes rock dans notre seule Voie lactée. 50 milliards. Il doit bien y avoir des passagers sur l'une d'entre elles, non ? Il est également possible que les espèces extraterrestres n'aient pas délibérément colonisé une planète rock, mais que leur propre planète ait été éjectée de leur système stellaire suite à une collision. Imagine que la Terre quitte le système solaire, quelle qu'en soit la raison. La plupart des êtres vivants sur cette belle planète mourraient, mais quelques-uns parviendraient peut-être à survivre sous terre grâce aux réserves d'eau et à la chaleur du noyau terrestre. Dans ce cas, la Terre serait aussi une planète rock. Mais il y a aussi d'autres candidats dans notre système solaire que nous pourrions peut-être utiliser comme covoiturage galactique. Sedna, par exemple, un objet transneptunien qui est très probablement une planète naine, mais qui n'a pas encore été classée comme telle, a une orbite extrêmement elliptique autour du Soleil. Il ne serait donc pas si difficile d'influencer légèrement l'orbite pour que Sedna soit catapultée hors du système solaire. De tels corps célestes peuvent être utilisés pour les transformer délibérément en objets rock. Bien sûr, un petit corps céleste comme Sedna offrirait des conditions absolument mauvaises et ne pourrait subvenir qu'à très peu de personnes. Ce ne serait donc qu'une sorte de dernier recours, un canot de sauvetage cosmique, au cas où, par exemple, le Soleil mourrait dans un avenir lointain et que nous, les humains, n'aurions pas encore pensé à une autre solution. Il faudrait alors chercher des moyens de mettre à l'abri au moins quelques membres de notre espèce afin d'assurer la pérennité de l'Homo sapiens. Je retransmettrai bien sûr le voyage cosmique sur Sedna en direct pour vous sur YouTube, quand il sera temps, dans quelques milliards d'années. Que penses-tu de l'idée des rocs planés comme vaisseaux spatiaux pour les extraterrestres ?
Est-ce que des extraterrestres volent vraiment dans la Voie lactée sur des rocs planets ou est-ce que c'est un non-sens total? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, peut-être que nous aurons une discussion passionnante et que j'essaierai de répondre à autant de questions que possible. Presque toutes les planètes trouvées jusqu'à présent se trouvent dans la Voie lactée. Même dans notre voisinage galactique direct. Et même dans cette petite zone, il existe déjà une telle diversité gigantesque de mondes extraterrestres. Mais il y a quelque temps, les astronomes ont vraiment réussi une percée galactique au sens propre du terme. Ils ont trouvé la première exoplanète en dehors de la Voie lactée dans une autre galaxie. Maintenant, nous voyageons donc à des millions d'années-lumière et jetons un coup d'œil sur la première planète extragalactique. Les exoplanètes sont l'étoffe dont sont faits les rêves des astronomes, car il semble que le cosmos tout entier soit rempli de ces corps célestes étranges et qui sait ce que nous pourrions y découvrir. Des éléments étrangers, des conditions extrêmes insoupçonnées ou même de la vie. Notre propre Voie lactée semble en être remplie. Mais prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qu'une exoplanète? En principe, cela signifie simplement une planète dans un autre système stellaire. La première exoplanète n'a été découverte que dans les années 90 et depuis, nous avons affiné les méthodes. La meilleure méthode, et la plus populaire, pour découvrir des exoplanètes dans la Voie lactée est la méthode dite du transit. Cela signifie que tu regardes une étoile étrangère. Les étoiles sont bien plus grandes que les planètes dans la plupart des cas, ce qui signifie qu'il est relativement facile de les mettre dans le télescope et d'observer leur luminosité. Si cette luminosité diminue à court terme, il y a de fortes chances qu'une exoplanète soit passée devant l'étoile. Pour être plus clair, si les extraterrestres observaient le Soleil, ils remarqueraient un obscurcissement à chaque fois que Jupiter, par exemple, passe devant le Soleil. Un transit qui déclenche l'obscurcissement. Et c'est ainsi que la plupart des exoplanètes ont été découvertes dans la Voie lactée. Maintenant, on peut supposer qu'il y a aussi beaucoup d'exoplanètes dans d'autres galaxies. Pour autant que nous le sachions, la plupart des galaxies ressemblent à notre Voie lactée, c'est-à-dire une gigantesque collection de milliards d'étoiles avec des planètes et un trou noir supermassif au centre de chaque galaxie. Bien que les galaxies puissent avoir différentes formes, ce modèle de base est toujours le même. Et la grande majorité des galaxies sont probablement aussi, comme notre Voie lactée, des galaxies spirales. Le problème, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, de regarder à l'intérieur d'autres galaxies. Cela semble d'abord surprenant, car il existe des images fantastiques de galaxies étrangères, par exemple celle-ci de notre galaxie voisine Andromède. C'est impressionnant, mais même avec le meilleur télescope de la Terre, il ne serait pas possible de zoomer et de résoudre les planètes. La raison pour laquelle nous pouvons voir les galaxies étrangères, même si elles sont incroyablement lointaines et que nous ne les voyons que depuis notre position périphérique dans la Voie lactée, et qu'elles sont tout simplement incroyablement grandes. On ne peut pratiquement pas les regarder. Peux-tu t'imaginer un peu comme si tu voyais une grande construction impressionnante de loin? J'habite à Cologne en Allemagne, alors supposons que tu te trouves quelque part de l'autre côté du Rhin et que tu vois à l'horizon la cathédrale de Cologne dans toute sa splendeur, parce qu'elle est vraiment grande. Mais il est impossible de résoudre les détails. Par exemple, tu ne pourrais pas voir si quelqu'un se tient dans la cathédrale et te fait signe par la fenêtre, ce ne serait pas possible. Tu peux voir l'objet lui-même, mais pas les détails. C'est la même chose pour les galaxies étrangères. C'est pourquoi les scientifiques n'ont jamais vu d'exoplanète dans une galaxie étrangère, même s'il doit y en avoir beaucoup. La galaxie d'Andromède compte à elle seule jusqu'à 1 trillion d'étoiles, et si nous appliquons aussi la formule des 2 planètes, nous arrivons aussi à 2 trillions de planètes. Les exoplanètes ne manquent pas dans les galaxies étrangères, mais elles sont tout simplement trop petites et trop lointaines, c'est pourquoi cela n'a pas encore fonctionné. Jusqu'à présent, car les scientifiques ont fait une percée sensationnelle, ils ont très probablement trouvé la première planète dans une galaxie étrangère, dans la galaxie dite Whirlpool, nom très créatif, car elle ressemble à un whirlpool, et elle est à 25 millions d'années-lumière de nous. C'est bien loin, même à la vitesse de la lumière, tu serais encore en route pour 25 millions d'années. La galaxie Whirlpool est très spéciale, car elle a une petite galaxie d'accompagnement appelée NGC 5195 et cette galaxie d'accompagnement qui l'entoure est en train de fusionner avec la galaxie Whirlpool. On le voit très bien sur les photos. Et à cause de la fusion, beaucoup de nouveaux matériaux, c'est-à-dire des gaz comme l'hydrogène par exemple, entrent dans la galaxie Whirlpool. Il s'agit donc d'une sorte d'afflux de gaz, ce qui entraîne une formation massive d'étoiles dans la galaxie Whirlpool. Normalement, dans les galaxies plus anciennes comme la Voie lactée ou la galaxie Whirlpool, il n'y a pas vraiment de formation d'étoiles, car cela ne se produit que dans les jeunes galaxies. Au bout d'un moment, tout le gaz est dispersé, mais la galaxie Whirlpool est super active en raison de l'arrivée de la galaxie compagnon. Un grand nombre de nouvelles étoiles se forment, et c'est pourquoi cette galaxie a été très bien étudiée, parce qu'elle permet d'étudier de près de nombreux processus de formation d'étoiles, et c'est pourquoi les images de cette galaxie sont incroyablement fascinantes. J'en ai sélectionné quelques-unes pour toi, dans différentes plages spectrales, et je les ai rassemblées. Regarde-les bien. C'est vraiment une belle galaxie et la première exoplanète autre que galactique vient d'être découverte et elle porte le nom fantastique de M51ULS1b, ce nom semble très bureaucratique, peut-être qu'ils trouveront une meilleure idée.
Si tu as une idée de nom pour cette exoplanète, n'hésite pas à me l'envoyer dans les commentaires. Et cette planète est ce qu'on appelle une exosaturne, c'est-à-dire une planète gazeuse avec des anneaux, qui ressemble donc à Saturne, mais qui se trouve dans un autre système stellaire. Comment les scientifiques ont-ils réussi à trouver cette exosaturne dans la galaxie Whirlpool? Grâce à une nouvelle méthode, appelée le transit par rayon X. Je viens de te parler de la méthode de transit normale, qui consiste simplement à mesurer la baisse de luminosité lorsqu'une planète passe devant une étoile. Dans le cas du transit par rayon X, on observe l'effet des rayons X lorsqu'une planète se trouve devant son étoile. Les rayons X sont une forme particulière d'ondes électromagnétiques. Et les rayons X d'une étoile peuvent interagir avec l'atmosphère gazeuse d'une planète. Plus l'atmosphère d'une planète est dense, c'est-à-dire que pour les planètes gazeuses, nous n'avons pratiquement qu'une couche de gaz, plus l'interaction avec les rayons X de haute énergie est intense. La méthode de transit des rayons X a été utilisée pour la première fois il y a quelques années pour détecter une exo-Jupiter dans la Voie lactée, et on a découvert quelque chose de vraiment étonnant. C'est-à-dire que l'interaction avec les rayons X lui fait perdre 100 millions à 600 millions de kilogrammes de masse par seconde. Cela signifie que le rayonnement à haute énergie frappe l'allée de la planète et que l'enveloppe de gaz s'évapore justement à raison de millions de kilos par seconde, ce qui est inimaginable. Et un tel effet d'évaporation massive, on peut le percevoir dans le domaine des rayons X. Dans le cas de notre exoplanète dans la galaxie M51 ULS1b, l'effet d'évaporation par le rayonnement X de son étoile semble être si massif que nous pouvons la voir à une distance de 25 millions d'années-lumière. La planète est pratiquement détruite chaque seconde par son étoile. Cette découverte est considérée comme très sûre, mais la plupart du temps, en science, on regarde une deuxième fois pour confirmer la découverte. Le problème avec cette méthode de transit et la méthode de transit par rayon X, c'est que la prochaine fois que la planète se trouvera devant son étoile depuis la Terre, cela peut prendre des décennies. Elle doit d'abord faire un tour complet autour de son étoile. Saturne, par exemple, dans notre système solaire, met 29 ans terrestres pour faire le tour du Soleil. Si notre exosaturne prend autant de temps, nous ne pourrons pas regarder la prochaine fois avant 29 ans, faire un autre transit de rayon X et peut-être confirmer le tout. Mais c'est considéré comme très sûr, seule la confirmation, elle, attendra encore quelques décennies. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent sur les exoplanètes est déjà incroyable et dépasse l'imagination. Et ce n'est que le début. Les années à venir nous apporteront des milliers, voire des millions de nouvelles planètes dans les catalogues astronomiques. Et certainement, l'une d'entre elles abritera même une vie extraterrestre. Je te tiendrai bien sûr au courant, mais pour cela, il faut s'abonner à ma chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que la plupart des spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Et pourtant, c'est totalement gratuit, ça m'aide beaucoup et tu ne manqueras plus aucune vidéo galactique. Alors, tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement. Maintenant, passons de toutes les exoplanètes étrangères à notre propre Terre. Car elle aussi pourrait bien changer d'aspect à l'avenir, et c'est le vortex polaire qui en est responsable. Ce que cette force glaciale va faire à la planète et pourquoi une ère glaciaire massive nous attend, tu le découvriras dans la vidéo affichée. N'hésite pas à le regarder. Et si tu veux soutenir mon travail, achète des objets galactiques dans ma boutique spatiale, comme le trou noir en peluche qui se transforme en trou blanc. Chaque achat m'aide beaucoup à continuer la chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.